à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 juillet. À la une ce soir, le point de la situation sur la marche de l'UEMOA. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a fait ce point avec deux personnalités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et puis le dossier politique collé à l'actualité de cette semaine avec un gros plan sur la formation du nouveau gouvernement. Comment cette formation a-t-elle été montée? La réponse dans quelques instants. Et enfin, plus de 600 migrants, dont des bébés et des jeunes enfants, se sont noyés en Méditerranée ces 4 dernières semaines. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce 20h par l'agenda du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a accordé ce jeudi 2 audiences à 2 délégations de l'UEMOA. Il s'agissait de faire le point de la situation sur la marche de l'Union. Le compte-rendu de Viviane Aimé. Organe de l'Union monétaire ouest-africaine, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF, a été créé le 3 juillet 1996 dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont il assure la tutelle. Le CREPMF est chargé de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des États membres de l'Union. Le président de cet organe, Mamadou Ndiaye, est venu s'entretenir avec le président en exercice de l'UEMOA, le président de la République Alassane Ouattara, du projet de réforme concernant l'organisation et le fonctionnement de l'organe qu'il dirige. On s'est engagé dans une phase de réforme très importante et en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, nous avons évoqué avec lui les différents chantiers qui à terme devraient permettre d'améliorer sensiblement la contribution du marché financier au financement des économies. Donc, un certain nombre de projets majeurs sont engagés, que ce soit la refonte du cadre réglementaire et bien entendu la gouvernance institutionnelle du Conseil régional de manière générale. Au nombre de ces réformes, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devrait à terme avoir une nouvelle dénomination. Par ailleurs, son siège tournant, qui pour l'heure est à Abidjan, devrait devenir un siège fixe. Élu lors du sommet extraordinaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le 10 avril 2017 ici à Abidjan, le nouveau président de la Commission, le Nigérien Abdallah Bourema, est venu faire un point de situation sur la marche de l'Union au président en exercice, le président Alassane Ouattara. Le champ des échanges a été très vaste parce que ça a couvert tous les domaines de l'intégration régionale, des questions de croissance et de convergence économique, en passant par le marché commun, les politiques sectorielles et bien sûr le cas de l'harmonisation et de la gouvernance des finances publiques. Des dossiers spécifiques également ont été examinés au cours de cette audience, confiés directement au chef d'État. Ce sont les dossiers relatifs au financement de l'économie, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'Union, paix et sécurité, et enfin le problème de l'énergie. Bien sûr, il y a eu aussi d'autres questions qui concernent l'état de la convergence au niveau de l'Union, au regard des critères qui ont été définis par la même conférence des chefs d'État et de gouvernement, les résultats de la revue. Sur tous ces sujets, nous avons noté les commentaires et orientations du président de la République pour peaufiner les dossiers qui seront portés à leur approbation lors du prochain sommet. Espace monétaire et économique bâti autour de la stabilité du franc CFA, l'UEMOA avec ses 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, ambitionne de réaliser un modèle d'intégration au plan sous-régional. Dans l'actualité également ce soir, le 7e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire.
thème pour que demain ne meure pas la Côte d'Ivoire face au changement climatique. Selon ce rapport, les effets du changement climatique pourraient faire baisser le PIB de l'Afrique de 2 à 4% d'ici 2040. Pour la Côte d'Ivoire, cela correspondrait à une perte équivalente de 380 à 770 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Économie et des Finances a salué la qualité de ce rapport. Le reportage de Noël Niagno dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi la passation de charges au ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Il est désormais ministre de la Construction. Bruno Nabagné-Koné cède la communication au ministre Sidi Tiemoko Touré, ancien ministre de la Promotion de la Jeunesse. De nombreux défis attendent le nouveau gouvernement. Ils sont d'ordre politique, économique et social. L'enjeu est d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de poursuivre la marche du pays vers le développement. Dans cet élément, Mahama Traoré égrène quelques défis majeurs que la nouvelle équipe doit relever. Regardez. Sans risque de se tromper, le deuxième gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly aura du pain sur la planche, tant les défis à relever sont nombreux. Premier chantier élaboré par cette équipe, la consolidation de l'embellie économique de ces dernières années avec un taux de croissance annuel moyen de 8 à 9%. Un indicateur, 33 500 entreprises créées pour plus de 111 000 emplois générés entre 2015 et 2017. Des chiffres dus à un climat des affaires attrayant qui peut apporter bien plus. Pour cela, il faudra miser sur la compétitivité des PME, petites et moyennes entreprises, en créant les conditions d'accès facile au financement. Le monde agricole attend également beaucoup du nouvel exécutif. Il doit notamment œuvrer au relèvement des cours des matières premières telles que le cacao, le café et l'anacarde et créer aussi plus de valeur ajoutée avec l'objectif affiché de transformer 50% de la production locale de cacao et de cajou d'ici à 2020. Un an plus tôt, une autre urgence sociale se pose, rendre opérationnelle la CMU, couverture maladie universelle, à la date du 1er janvier 2019 comme annoncé. L'enjeu est de faciliter l'accès aux soins de santé à des millions de personnes. Autre équation sociale à résoudre par Amadou Gon Coulibaly et son équipe, l'achèvement du programme de logements sociaux et économiques initié par le chef de l'État en 2013. 250 000 maisons à livrer aux acquéreurs à terme. La sécurité des biens et des personnes, l'emploi des jeunes, le maintien d'un climat apaisé en milieu scolaire et universitaire, la réconciliation nationale ou encore la cohésion sociale. Autant de dossiers qui attendent les ministres concernés. C'est sûr, le nouveau gouvernement ne chômera pas. Il sera au travail pour le bien-être des Ivoiriens, mais aussi pour consolider le bilan du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et surtout conforter cette alliance en vue des échéances électorales futures. Et nous allons faire connaissance avec les membres du nouveau gouvernement. On commence par Laurent Tchagba, député de la commune d'Atekoubé et secrétaire général de l'UDPCI. Il a été nommé ministre de l'hydraulique dans le nouveau gouvernement. Qui est l'homme? Quel est son parcours? On en sait plus avec Grace Kando. Laurent Tchagba, nouveau ministre de l'hydraulique, est un homme bien connu de la scène politique. Secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix UDPCI et depuis 2016 député de la commune d'Atekoubé et président du groupe parlementaire UDPCI. Dans le cadre de ses activités professionnelles, Laurent Tchagba a occupé plusieurs fonctions dans l'administration. De 2013 à 2017, il fut directeur général de Côte d'Ivoire Logistique. Mais avant, il a été directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de 2011 à 2013 et directeur de cabinet du ministre des Transports de 2009 à 2011 et de 1988 à 1990. Le nouveau ministre de l'Hydraulique a été chef du département exploitation du réseau hydrométrique national à la direction de l'eau au ministère des Travaux publics et de la Construction. Né le 1er février 1953 à Abidjan-Agban, Laurent Tchagba est marié et père de 6 enfants. Il est ingénieur hydrologue de classe principale. Et le secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce chargé de la promotion des PME est Félix Anoblé. Il est du PDCI. Le secrétaire d'État a occupé plusieurs fonctions dans l'administration. Son portrait également avec Grace Kando.
Le deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly de la Troisième République enregistre l'entrée de Félix Anoblé Miezan en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la promotion des PME. Avant son entrée au gouvernement, Félix Anoblé a occupé plusieurs fonctions dans l'administration. Depuis 2002, il a occupé successivement les fonctions de conseiller juridique, puis de secrétaire général du groupe Caridor. Bien avant, il a été directeur pour l'intérieur de la Société ivoirienne de l'huilerie et directeur général associé de la société Animex. Il a également dirigé les services d'exploitation d'un groupe d'hôtels. Âgé de 48 ans, marié et père de 7 enfants, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME est titulaire d'une licence en droit de l'Université Montesquieu de Bordeaux 4. Félix Anoblé est aussi engagé politiquement. Il est issu du Parti démocratique du Côte d'Ivoire, PDCI, député de la commune de San Pedro, délégué communal du PDCI à San Pedro et membre du bureau politique du PDCI depuis 2015. Lui, il est le maire d'Atekoubé, dans Haut-Paulin, fait partie du nouveau gouvernement. Il est à la tête du ministère des Sports. Dans Haut-Paulin est un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Son parcours avec Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo. Paulin d'en haut, c'est lui, le nouveau ministre du Sport. Sa carrière professionnelle débute en 1987. Il porte le casque d'ingénieur, chef de projet, consultant marketing en communication. Au plan politique, il est cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, conseiller municipal élu en 90 à la mairie d'Atekoubé. Il devient en 95 maire adjoint chargé du budget et des affaires économiques. En 2001, il est porté à la tête de la commune. Membre du conseil du district autonome d'Abidjan et vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin d'en haut est aussi président de l'Alliance des maires engagés dans la lutte contre le VIH-Sida et président du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine. L'homme, titulaire d'un bac C obtenu au lycée scientifique de Yamoussoukro, a été à l'université d'Abidjan-Cocody où il décroche la licence de physique et une maîtrise électronique en France. Il a aussi un DEA de physique option instrumentation et mesure de l'Université de Rouen en France. Paulin d'en haut est âgé de 69 ans, marié et père de 4 enfants. Et le dossier politique de ce jeudi garde les pieds dans l'actualité de cette semaine avec un gros plan sur la formation du nouveau gouvernement. Comment cette formation que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qualifie d'équipe de combat au service des populations a-t-elle été montée? Chronique d'un nouveau gouvernement, le dossier politique de ce soir signé Alexis Ouedraogo. Mardi 10 juillet 2018, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est connu. Une équipe de 36 ministres et 5 secrétaires d'État, dont 22 issus du RDR, 13 du PDCI-RDA, 2 de l'UDPCI, 1 du MFA, un autre du PIT et 2 de la société civile. Une configuration que décrypte le politologue au regard des défis à relever. Le premier défi, c'est de pouvoir consolider leur union. Et le deuxième défi, cette consolidation-là peut permettre justement la réussite du programme de gouvernement. 4 juillet 2018, le gouvernement ivoirien est dissous. Le président Alassane Ouattara met à exécution un engagement pris 3 mois plus tôt lors du congrès extraordinaire du RDR. S'appuyer désormais sur une équipe gouvernementale constituée de membres du RHDP. C'est avec eux qu'il veut mettre en œuvre le programme de développement du pays, mais surtout donner vie au parti unifié. C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale. L'annonce, qui fait suite à de longs mois de sensibilisation sur l'intérêt du parti, à l'assentiment de plusieurs alliés.
Déjà, le 10 avril, au terme de nombreuses tractations, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, avait signé au palais présidentiel le principe de l'accord politique pour la création du dit parti. Le 29 avril, c'est le PIT de Joseph Seka Seka qui s'était lui engagé pour cette vision au cours de son congrès extraordinaire. Suivra le 12 mai l'UDPCI d'Albert Mabry Touakeus. Le 26 mai, dans la région de la Mai, le MFA de Isiaka Ouattara réaffirme aussi lors de sa rentrée politique son accord pour cette gestion commune. Dans ce balai d'accords toutefois, le 28 avril, un son discordant jaillit du congrès de l'UPCI. Le parti dit non à l'alliance. Pourtant, quelques mois plus tard, au terme d'un autre congrès, il fait volte-face, optant pour le oui. Allons-y au parti unifié sans crainte. Nous avons tout à y gagner. Alors que tout semble aller pour le mieux pour la création du parti unifié, le PDCI RDA envoie des signaux troubles à coups de sorties médiatiques contradictoires. Dans la presse, au fil des déclarations, la position de l'allié se floute. Les positions sont divergentes. D'un côté, le président Bédié demande une alternance au profit du PDCI RDA. Et de l'autre côté, le président Ouattara demande que cette alternance se fasse au sein du RHDP. Des lignes se créent, parmi elles, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny de Kobenan à Djoumani. L'objectif général du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est d'aider, à travers des actions de sensibilisation de masse, les militants du PDCI-RDA et plus globalement les Ivoiriens, à mieux appréhender la nécessité du rassemblement, de l'unité, de la cohésion et de la paix comme instrument clé pour bâtir une nation forte et prospère. Le mardi 10 juillet 2018, la liste du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est rendue publique, un gouvernement RHDP favorable au parti unifié. Je me suis assuré lors des consultations, puisqu'il y a eu des consultations avant l'entrée au gouvernement, que chaque membre ici, qu'il soit du PDCI RDA, qu'il soit du RDR, mais là le RDR avait déjà pris une position en tant que parti politique, idem donc pour les autres, mais que chacun est engagé dans la voie de la construction du parti unifié. Et l'engagement de plusieurs en est revigoré. C'est un régime fouettiste et ma place se trouve à l'intérieur, aux côtés du chef de l'État pour travailler avec lui, pour les Ivoiriens, à nous attaquer aux attentes profondes de nos compatriotes. En 2015, quand les partis politiques membres du RHDP se sont mis ensemble, on a connu une élection démocratique et apaisée. Donc se mettre ensemble, c'est encore freiner les crises répétées. Quand j'ai vu la composition du gouvernement, où tous les partis politiques membres du RHDP sont représentés, je peux dire que j'ai foi en la création du parti unifié RHDP. Dans ce jeu politique, les populations, elles, n'attendent qu'une chose, l'amélioration de leurs conditions de vie, une ambition d'ailleurs affichée par le chef de l'État. Voilà, chronique d'un nouveau gouvernement, le dossier politique de ce soir était signé Alexis Ouedraogo. Et puis ce communiqué du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, les partis signataires de l'accord politique et ayant adopté les statuts portant création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, invite les militantes et les militants des partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié RHDP qui se tiendra le lundi 16 juillet 2018 à 15h au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du président d'honneur du RDR, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour le RDR, Mme Henriette Dagri-Diabaté, présidente. Pour l'UDPCI, M. Abdallah Albert Mabry Touakeus, président. Pour le MFA, M. Siaka Ouattara, président. Pour le PIT, M. Joseph Seka Seka, président. Pour l'UPCI, M. Serge Anissé Yaobrou, président.
Et en bref, la nouvelle est bonne pour la Côte d'Ivoire. En effet, il reviendra au pays d'organiser la 18e édition du forum AGOA. La décision vient de tomber à Washington, aux États-Unis, au thème du 17e forum aujourd'hui même. Pour le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, cette décision des instances américaines vient récompenser les efforts consentis par la Côte d'Ivoire et nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Autre sujet, ce soir, le patronat ivoirien a lancé la 7e édition de la CEGESI Academy. Les détails avec Cheikh Kone. CEGESI Academy, la 7e édition de cet événement devenu le rendez-vous incontournable du secteur privé ivoirien se tiendra les 25 et 26 septembre prochains à Abidjan. Véritable opportunité de rencontre pour les chefs d'entreprise nationaux et internationaux, cette plateforme d'échange va cette fois s'intéresser à la problématique de l'industrialisation. Pourquoi notre pays n'arrive pas à transformer localement et à créer de la valeur sur des productions agricoles? Pourquoi nous n'avons pas pu développer une industrie légère assez forte pour répondre aux préoccupations de nos pays et des pays environnants? Quelles sont les voies d'industrialisation qu'il faudrait choisir pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sur des filières clés, un acteur industriel? C'est vraiment ces questions que nous souhaitons discuter entre le secteur privé et avec le secteur public. L'objectif pour les 600 chefs d'entreprise et experts des 10 pays attendus à ce forum sera de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour une transformation structurelle de l'économie. Pour cette édition, des innovations sont attendues. Nous avons fait le choix du Nigeria et de la Corée du Sud comme pays invités d'honneur. Donc le Nigeria qui est pas loin de chez nous et qui a un modèle assez réussi d'industrialisation. La Corée du Sud, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut citer. Plusieurs panels de haut niveau, des sessions de formation et des cérémonies de distinction sont prévues. Pour la CEGESI, initiatrice de ce forum international, l'objectif est clair, celui de construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire tout en stimulant l'éclosion de champions nationaux. Que la CEGESI Academy est un bel instrument que nous devons améliorer au fil des années pour en faire un outil efficace et utile pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. De 2013 à 2016, la CEGESI Academy a mis un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat. Le choix de l'industrialisation dénote la volonté du secteur privé ivoirien à contribuer aux efforts du gouvernement pour la transformation de l'économie, surtout que le secteur industriel compte pour 25% du produit intérieur brut. Et il y a 5 régions du Nord qui vont bénéficier de projets pour lutter contre la pauvreté. Ces projets seront financés à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA. C'est un projet du gouvernement ivoirien en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les détails encore avec Cheikh Kone. Le choix de ces régions du Nord, à savoir le Folon, la Bagoué, le Tchologo, le Bunkani et le Kabadougou, n'est pas fortuit. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ces régions sont les plus touchées en matière de pauvreté avec un taux de 61%, largement au-dessus du taux national de pauvreté de 46,3% en 2015. Le choix des régions d'intervention a été guidé par 2 principaux critères. Le premier critère, c'est le taux de pauvreté. Pour le second critère qui a guidé, c'est le taux d'insécurité alimentaire. Donc ce sont des zones au niveau desquelles on avait également des taux élevés en matière d'insécurité alimentaire. Ce sont ces zones-là donc qui ont été également priorisées comme zones d'intervention. Le programme d'appui au développement des chaînes de valeur inclusives et à la promotion des initiatives locales PASIL-PIL, doté d'une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA, cible principalement les groupements de femmes impliqués dans les chaînes de valeur du riz, du maïs, du manioc et de la noix de cajou. Au cours de cet atelier, les experts ont procédé à un examen critique des résultats de cette étude socio-économique des 5 régions pour une mise en œuvre parfaite du dit programme. Pour les élus locaux, le PASIL-PIL est une approche pragmatique et efficace pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu le projet. Avec la mise en œuvre du projet, nous aurons un développement un peu plus inclusif et un peu plus participatif pour les populations. Lancé en 2017, le PASIL-PIL s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations à travers le financement de plusieurs projets dans les régions de Côte d'Ivoire.
La CPI, la Cour pénale internationale, a 20 ans aujourd'hui. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a organisé un déjeuner de presse dans le cadre des activités commémorant ce 20e anniversaire. Le compte-rendu de Gabriel Zani. La représentation de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire, en organisant cette rencontre avec la presse, avait un objectif: expliquer le bien fondé de l'existence de la juridiction internationale 20 ans après sa création en juillet 1998. Démonstration de l'impartialité de la CPI dans les affaires pendantes. Clarification de ses missions, ses procédures et enquêtes. La CPI met les médias à contribution pour que patrons de presse et journalistes jettent un regard constructif sur le travail de la Cour. En 20 ans d'existence, le statut de Rome demeure une réponse internationale contre les atrocités, mettant au centre de sa propension les victimes qui ont tant besoin d'assistance, de réparation et en un mot de justice qui leur restitue leurs droits et leur dignité humaine tout court. Dans cette optique, l'implication de la presse est capitale pour vulgariser ce texte qui ne fonde pas que la CPI, mais qui pose aussi des jalons pour prévenir les crimes de masse en luttant contre l'impunité. Rétablissement de la paix par le truchement d'une justice impartiale. La CPI lutte contre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides et crimes d'agression commis dans le monde. Cette lutte contre l'impunité passe nécessairement par la publication ou la diffusion d'informations vraies. Depuis une dizaine d'années, la CPI fait la une de la plupart des journaux nationaux. Il est important pour un journaliste d'abord de savoir de quoi il parle. Parlant de la CPI, il est important que lui-même sache exactement ce qu'est la CPI afin qu'il puisse mieux soit l'apprécier ou la critiquer et surtout la présenter au grand public. Bâtir un monde plus juste, c'est le thème retenu pour la célébration du 20e anniversaire de la CPI qui aura lieu le mardi 17 juillet prochain. En 2018, ce sont plus de 120 États partis qui ont ratifié le statut de Rome, un statut qui définit les crimes relevant de la compétence de la Cour, les règles et procédures de coopération entre les États partis. Et hors de nos frontières, plus de 600 migrants, dont des bébés et des jeunes enfants, se sont noyés en Méditerranée ces 4 dernières semaines. L'ONG Médecins sans frontières, qui publie ces chiffres, met en avant la responsabilité des gouvernements européens déterminés à empêcher les personnes d'atteindre l'Europe à tout prix. Et puis, des inondations et glissements de terrain font près de 200 morts au Japon. Le gouvernement est mis en cause pour sa gestion du risque. Et rappelons pour terminer ce communiqué du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les partis signataires de l'accord politique ayant adopté les statuts portant création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, invite les militantes et les militants des partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP qui se tiendra le lundi 16 juillet 2018 à 15h au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du président d'honneur du RDR, son Excellence M. Alassane Ouattara. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour le RDR, Mme Henriette Dagri-Diabaté, présidente. Pour l'UDPCI, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, président. Pour le MFA, M. Siaka Ouattara, président. Pour le PIT, M. Joseph Sekaseka, président. Pour l'UPCI, M. Serge Anissé Yaobrou, président. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette édition. Bonne soirée à tous.